Donc je viens de commencer l'enregistrement de la VOD du Tech Talk. S'il vous plaît, ceux qui sont en live, vous pouvez dire bonjour encore une fois à ceux qui vont regarder sur YouTube la VOD, pendant que moi je vous parle de ce petit programme. Alors on va commencer tout de suite avec la sortie de Shadow of the Tomb Raider, qui est sorti avant-hier, je pense. Et le jeu a été benché avec différentes cartes, comme ça on va voir un petit peu les performances que vous pouvez attendre si vous souhaitez acheter le jeu avec la carte graphique que vous possédez. Ensuite, on va parler de Nvidia. On va parler de comment Pascal et Turing vont certainement cohabiter pendant encore un petit temps. Ensuite, on va parler de l'architecture Turing plus en détail, parce qu'en fait, Nvidia a dévoilé un petit peu plus d'informations par rapport à cette architecture-là, notamment vu que la sortie des nouvelles cartes est imminente. Il y a notamment des sessions de formation et de training avec les gens qui font les reviews, dans lesquels ils présentent un peu plus l'architecture et comment ça fonctionne. On va ensuite parler un peu plus du DLSS, parce que de la même façon, Nvidia a expliqué comment fonctionnait le DLSS et en quoi c'était bénéfique. Ensuite, on va regarder les premiers benchmarks kinda officiels de la 2080 et 2080 Ti. Ces benchmarks font partie justement du kit de presse qui est donné aux gens qui testent les nouvelles cartes par Nvidia. C'est-à-dire que Nvidia fait ses benchmarks en interne, et en gros, il donne aux reviewers, aux testeurs, un kit de presse dans lequel il y a ces benchmarks qui servent de référence. Grosso modo, qui sont genre, voilà à peu près les benchmarks et les performances que vous devriez avoir sur ces jeux-là. Voilà, c'est les tests qu'a fait Nvidia, et après les reviewers vont faire leurs propres tests. Mais ça peut nous donner une petite idée sur les perfs de ces cartes. Ensuite, on va parler des perfs du 8700K, nouvelle i7 qui va très prochainement sortir, du 9900K. Ensuite, on va parler d'AMD, avec un processeur EPYC qui a leaké en 7 nanomètres, et également un nouveau Ryzen 7, le 2800X, qui a leaké aussi, qui va certainement venir répondre au nouveau i9 9900 de chez Intel. Et on va finir avec un petit débrief de la conférence Apple qui s'est passée, et le petit visionnage d'une vidéo fait par The Verge, qui est un média mainstream ou un journal, qualifiez ça comme vous voulez, anglophone, c'est sûr, je sais pas si c'est anglo-saxon ou nord-américain par contre, qui a fait une vidéo sur comment monter un PC pour 2000$, et cette vidéo, il y a certains trucs qui sont justes dans ce qu'ils disent, mais il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement fausses. Voilà, donc on va parler de ça pour juste vous prévenir que ne faites pas ça et ne regardez pas cette vidéo. Alors, mais avant de commencer ce Tech Talk et de rentrer dans les gros sujets dont je voulais parler, des petites informations très rapides dont je ne vais pas aborder plus en profondeur. Elon Musk prévoit d'envoyer quelqu'un faire le tour de la Lune. Voilà, c'est prévu, il a décidé ça. Il va envoyer un touriste pour faire un tour de la Lune dans une navette spatiale faite par SpaceX, etc., qui va partir de la Terre, hop, faire le tour de la Lune et redescendre. Voilà, c'est prévu. Elon Musk a dit qu'ils avaient déjà un candidat, qu'il allait annoncer l'identité très prochainement. C'est un touriste qui a dû payer une fortune. Et voilà, ça va se faire. On aura certainement plus de news là-dessus quand va être fait le lancement. Ça sera certainement, à mon avis, live streamé, etc. Il y aura des retours, blablabla. Deuxième news. Nintendo a fait un nouveau Nintendo Direct dans lequel ils ont annoncé 8 milliards de choses, mais pas vraiment grand chose d'intéressant. Des manettes de NES en Wi-Fi, enfin sans fil, que tu peux utiliser sur la Switch, donc des espèces de petites manettes de NES, voilà, que tu peux utiliser sans fil avec ta Switch, parce que du coup les jeux NES sont disponibles sur Switch, ou en tout cas certains jeux NES et Super NES sont disponibles sur Switch. Ils ont annoncé Luigi Mansion 3, c'est grosso modo le seul jeu intéressant qu'ils ont annoncé. Donc un nouvel opus pour Luigi's Mansion, donc le Mansion de Luigi, qui était un jeu pas si dégueu que ça sur GameCube. Ils ont également annoncé un nouveau personnage sur Super Smash Bros Ultimate, qui est Isabelle, qui vient de l'univers d'Animal Crossing. Je sais pas pourquoi ils l'ont foutu là, mais bref, voilà. Et ils ont annoncé 2-3 autres trucs, notamment plusieurs jeux Final Fantasy qui allaient être portés sur Switch, etc. Voilà. En somme toute, des trucs assez standards, il n'y a pas de grosses news qui sortent de l'ordinaire. C'était les deux news dont je voulais parler très vite, avant de commencer. Donc, on va commencer par Tomb
Raider, Shadow of the Tomb Raider, le troisième du nom, la fin de la trilogie. Des performances qui ont été testées avec DirectX 11 et DirectX 12, et également aussi avec des processeurs Ryzen et des processeurs Intel. Donc, ça a été testé essentiellement sur une 1080 et sur du RZ Vega, donc du AMD Radeon Vega 64. Et ça a été testé au niveau du pros essentiellement. Voilà, ça c'est, ils ont testé avec deux cartes graphiques. AMD RX Vega 64 et une GTX 1080 Founders Edition. Et ils ont testé avec deux processeurs différents, un Ryzen 7 1700 et un i5 8600K pour voir l'impact ou la différence en tout cas entre Ryzen et Intel sur un tel jeu, et également voir l'impact aussi de DirectX 11, DirectX 12. Donc, Ryzen versus Ryzen, ça c'est juste des benchmarks sur Ryzen, avec un changement au niveau du nombre de cœurs. Si on prend 8 cœurs, 16 fils de calcul, ou 6 cœurs, 12 fils de calcul, ou 4 cœurs, 8 fils de calcul, il n'y a quasiment rien qui change. En 1080p élevé avec une GTX 1080, il n'y a quasiment rien qui change, toujours le même nombre d'FPS. Ce graphique est clairement pas très clair, parce qu'ils disent que le pourcentage du GPU bound est censé représenter à quel pourcent le jeu est bottleneck par le CPU, et combien le GPU est censé être utilisé. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que en orange, c'est DirectX 11, en bleu, c'est DirectX 12. Quand on a un 8600K et une 1080, on voit que sous DirectX 12, apparemment, le GPU est utilisé au maximum. Donc, c'est ce qu'on veut. Avec un 1700, donc un Ryzen, apparemment, le GPU est beaucoup moins utilisé. Donc comme quoi Ryzen, et puis c'est quasiment pareil, c'est le même cas de figure si on change de carte graphique et qu'on prend une Vega 64. Dès qu'on est sur un processeur 1700, le GPU semble beaucoup moins utilisé. Et ça doit être le CPU qui bottleneck un peu, ce qui est assez étrange. Ils ont également fait du coup différents benchmarks sur la Vega 64, le i5 8600K avec DirectX 11, le 8600K avec DirectX 12. Comme vous voyez, DirectX 12, clairement on a plus de performance avec DirectX 12, au moins 30% en plus, parce qu'on passe de 88 en moyenne à 125. Avec le Ryzen 7, comme vous le voyez, on est un petit peu inférieur en nombre de FPS par rapport à l'i5, donc ça c'est comme d'habitude. Et la tendance va également se retrouver avec la 1080, où on va avoir moins de FPS avec le Ryzen 7 et plus avec le i5, et toujours plus de FPS avec DirectX 12 d'ailleurs. Par contre, ce qui est marrant, c'est que quand on switch sur DirectX 12, on a quasiment plus de différence entre le i5 et le R7, entre le Ryzen. C'est quasiment que sur DirectX 11 qu'on a un bon écart. Voilà. Sur DirectX 12, comme vous le voyez, il n'y a plus d'écart. Plus d'écart du tout. Donc bon. DirectX 12, il y a quasiment plus d'écart entre Intel et AMD. Sur DirectX 11, un petit écart. Bon, si vous voulez jouer à Rise of the Tomb Raider, enfin plutôt Shadow of the Tomb Raider, prévoyez d'avoir essentiellement au moins un i5. Ça peut être un 4600, ça peut passer. Ça peut être un 6600, un 6500, un 7600, ça va passer. Même un vieil i7 aussi, i7 2700, ça peut passer. Un 4790K, ça va passer. Niveau carte graphique, par contre, pour jouer en 1080p, je pense que minimum, il faut une 1050 Ti. 1050 Ti pour jouer en low moyen. 1060 pour jouer en high. 1070 pour jouer en very high, je pense, quelque chose comme ça, en tout cas pour la 1080p. Donc quand même un jeu assez gourmand. Il y a aussi d'autres benchmarks que j'avais trouvé mais qui étaient tout en russe, donc bon, c'était pas le truc le plus intéressant. Bon, on va passer sur du Nvidia. Vous savez que les cartes Turing sont sur le point de sortir. Dans 4 jours, c'est la sortie officielle des RTX 2080 et les 2080 Ti ont été repoussés de
3-4 jours, parce qu'elles devaient sortir le 25, je pense, septembre, et au final, elles sont repoussées au 27 ou au 29. C'est pas très important, mais bref, on s'en fout. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous risquez de voir encore beaucoup de cartes Pascal en vente, donc tout ce qui est GTX 1060, 1070, 1080 et 1080 Ti. Ça risque de rester pas mal en vente pendant encore un petit moment, notamment parce que Nvidia a encore un énorme stock au niveau de ces cartes-là. Donc c'est-à-dire qu'il leur reste beaucoup de cartes de la série Pascal qui n'ont pas été vendues et écoulées. Donc il y a un gros stock de GPU Pascal, ce qui fait qu'ils vont les laisser à la vente dans tous les magasins, etc. pendant encore un moment pour essayer d'écouler les stocks. Et la deuxième raison, c'est parce que au niveau des prix, ça a pas mal de sens de les laisser en vente parce qu'elles viennent s'intercaler entre les nouvelles cartes Turing. C'est-à-dire que tu vas avoir des cartes Nvidia à 150-200 € avec les 1050 Ti, les 1063 Go, des cartes à 350-400 € avec les 1070, les 1070 Ti qui vont être vers les 450 €. Après, tu vas passer sur une sur une RTX 2070 aux alentours des 600 €. Puis, si tu veux un peu plus puissant, tu peux passer sur une 1080 Ti qui va être aux alentours des 650-660 €. Mais si tu as encore plus d'argent, tu peux aller au-dessus. RTX 2080, RTX 2080 Ti. C'est un peu ce que résume ce tableau-là. Voilà. Au niveau de la gamme des prix, on a un petit peu un schéma qui va suivre cette direction-là. 1060, 1070, 1070 Ti, 1080, 2070, 1080 Ti, 2080, 2080 Ti. Et les prix suivent un peu les performances supposées de ces cartes-là. C'est-à-dire que vous avez des cartes qui commencent à 250 € jusqu'à 1100 €. Mais ce qui fait que vous couvrez une énorme... Nvidia couvre une énorme plage de prix, quoi. Il y a une carte pour chaque budget. En laissant les cartes Pascal pendant encore 6 mois en vente, vous pouvez trouver des cartes pour n'importe quel budget, que vous ayez 200 € ou 1200 balles, quoi. Ce qui fait que c'est pas non plus totalement con de leur part de les laisser sur les étalages. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande ce que c'est qu'un benchmark. Alors, benchmark, la traduction littérale. Benchmark est un mot anglais qui vient de la traduction littérale de banc d'essai. Essentiellement, ça veut dire ça. La traduction française, c'est un banc d'essai et c'est le fait de tester les performances de n'importe quel matériel en le faisant tourner sur un outil de mesure quelconque. C'est-à-dire tu peux faire ça avec plein de trucs, hein. Un benchmark d'une voiture, ça pourrait être la vitesse qu'elle atteint en 1 seconde. Ça pourrait être un benchmark. Tu peux faire des benchmarks sur n'importe quel truc. Sur les cartes graphiques, essentiellement, tu lances un jeu et tu vois combien tu as d'images par seconde sur ce jeu-là dans des settings donnés. Donc avec des réglages graphiques donnés, tu vois combien tu as d'images par seconde sur tel jeu. Tu vas faire ça avec plusieurs cartes graphiques différentes, ce qui fait que tu vas avoir plusieurs résultats d'images par seconde sur ce même jeu avec les mêmes réglages graphiques avec différentes cartes graphiques, ce qui va ensuite te permettre de classer la puissance de ces cartes graphiques-là, du plus puissant au moins puissant en fonction du nombre d'images par seconde que tu avais sur le jeu. Et c'est comme ça que ça te permet d'évaluer les performances du matériel d'un point de vue pratique, parce que du coup c'est sur des applications réelles comme des jeux vidéo, etc. etc. C'est ça un benchmark essentiellement. C'est une mesure de performance par un test pratique, je pense. Il doit y avoir une définition plus précise, mais voilà. Donc, vous allez voir des cartes Pascal en vente encore pendant un moment. Voilà, c'était la petite news. C'était la petite news. News suivante. L'architecture Turing. L'architecture Turing. On a des détails notamment sur comment sont structurés les SM, donc les streaming modules, sur cette nouvelle architecture Turing par rapport à Pascal. Donc ça, c'est des informations qu'ont dévoilé Nvidia dans la semaine, notamment pour les testeurs, pour qu'ils aient un peu une meilleure compréhension des améliorations qui ont été apportées sur cette nouvelle génération. Donc ce qui se passe, c'est que avant, je vais essayer de vous montrer, voilà. Ça, c'est l'architecture Turing. C'est un Turing SM, donc c'est
un streaming module de l'architecture Turing. Voilà. C'est ce truc-là qu'on a l'habitude de voir. En gros. Je vais essayer de... Il n'y a pas une image un petit peu plus... Non, il n'y a pas d'image un petit peu plus détaillée. Ok, on va prendre celui-là, c'est peut-être celui où on voit le plus de choses. Qui est le plus, on va dire, visible pour vous. En haut, grosso modo, vous avez l'interface PCI Express qui est notée ici. Grosso modo, c'est l'entrée de votre carte graphique interagie en PCI Express. Toutes les informations vont de votre carte mère, de votre processeur via votre carte mère, à votre carte graphique via le PCI Express. Ensuite, vous avez un process, un engine, qui va se charger de répartir les différentes tâches qui lui sont envoyées via PCI Express aux différents modules à l'intérieur de la carte. Les différents modules sont classés et regroupés en GPC, qui sont, je pense que ça veut dire Graphic Processing Center, ou un truc comme ça, je sais plus exactement, je pense que je pourrais chercher ça également, bougez pas. GPC NVIDIA. Je vais essayer d'aller voir. GPC, Graphic Processing Cluster, donc en gros des clusters de calcul graphique. Des clusters, c'est des regroupements. En gros, c'est un groupe de calcul graphique, c'est ça la traduction exacte de GPC. Et dans un seul GPC, donc dans un seul regroupement, il va y avoir plusieurs TPC. Les TPC, ça va être TPC, Graphic Processing Unit. TPC, c'est peut-être Tensor Processing Unit ou Thread Processing Unit, Texture Processing Unit, certainement Texture Processing Unit. Donc en gros, vous allez voir plusieurs GPC, donc plusieurs Graphic Processing Cluster, donc plusieurs regroupements d'unités de calcul graphique. Dans ces regroupements d'unités de calcul graphique, vous allez avoir à nouveau plusieurs TPC, plusieurs Texture Processing Center ou Cluster, donc regroupement de calcul des textures, voilà. Et dans ces TPC, c'est là que vous allez avoir les culs d'accord, qui sont les cœurs qui vont faire, qui vont calculer la rasterisation, etc., les shaders et tout. Vous avez l'interface PCI Express qui est au-dessus, vous la voyez pas mal. Vous avez un engin qui va répartir les tâches entre les différents GPC, les différents TPC et puis les différents cœurs. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez différents GPC qui du coup à l'intérieur vont avoir le raster engine. Et ensuite ici, vous n'arrivez pas à le lire, mais là vous allez avoir les Turing SM. Les Turing SM, c'est les Turing Streaming Modules. Dans un TPC, vous allez avoir deux SM, qui sont ces deux parties-là. Vous avez un GPC, dans le GPC vous avez 1, 2, 3, 4 TPC, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, c'est marqué TPC ici. Donc dans un regroupement de processing graphique, de calcul graphique, vous allez avoir 4 regroupements pour les textures, le calcul des textures, et dans chaque TPC, vous allez avoir 2 SM, 2 streaming modules de l'architecture Turing, qui sont ces petits trucs ici, là. Ces petits trucs-là, le détail, c'est ça. Le Turing SM, dans lequel vous allez avoir des trucs qui servent à répartir les données, les actions, etc., des fichiers du registre pour la mémoire, de la mémoire cache qui est partagée, etc. Mais surtout, vous allez avoir des QDACers qui vont être pour les entiers 32, pour les calculs sur les entiers, des QDACers qui vont être pour les calculs en floating point, des Tensor Core, donc 2 Tensor Core, et en dessous, un RT Core, donc un cœur pour le ray tracing. Et ça, c'est une énorme différence par rapport à ce qui se faisait avant au niveau du streaming module par rapport à Pascal, parce qu'avant c'était pas du tout comme ça. Avant vous aviez juste un énorme truc qui était pour le FP32, point. Vous aviez pas Tensor Core, c'était pas divisé en entier 32, FP32, vous aviez pas de RT Core en dessous, la mémoire était gérée différemment, etc. Je vais également essayer de vous trouver une petite comparaison au niveau de tout ça, pour que vous voyez un petit peu plus la différence entre Pascal et Turing. Donc c'est un truc qui est quand même assez énorme, parce qu'il y a
un énorme rework qui a été fait là-dessus. Et c'est plutôt conséquent, quoi. C'est plutôt conséquent. On va aller sur le site de Gamer Nexus, qui est un excellent site. Voilà. Donc ici, on retrouve le graphique. L'énorme graphique qui était ça. Donc ça, c'est celui de la RTX 2080Ti, qui est exactement le même que celui-là. Que celui-ci. Qui est le TU102, dans lequel vous avez 6 GPC encore une fois. Mais là, chaque GPC va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 TPC. Puis chaque TPC va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Streaming module, chaque TPC va avoir 1, 2 streaming module encore. Mais 6 TPC au lieu de 4, par exemple pour le chipset TU104 et le TU106 qui est du coup simplement la moitié du TU102. C'est juste la moitié du TU102. C'est genre 3 GPC au lieu de 6, mais chaque GPC a 6 TPC. Donc, la différence... Merde, c'est où? C'est là. La différence Turing-Pascal. La différence Turing-Pascal, c'est essentiellement ça. C'est qu'avant, sur Pascal, il y avait le GPC. Chaque GPC avait un nombre défini de TPC, en l'occurrence souvent c'était 5, et chaque TPC avait un seul SM, donc un seul streaming module, qui avait cette gueule-là. Qui avait cette gueule-là dans lequel tout était des culs d'accord principalement, voilà. Là maintenant, déjà chaque TPC a 2 streaming modules, qui sont celui-là et celui-là, donc à gauche, à droite, et du coup ils sont arrangés pas du tout de la même façon. Ce qui permet notamment de différencier les tâches. Ça permet de différencier les tâches. C'est-à-dire qu'avant, tout se faisait sur les mêmes cœurs, c'est-à-dire que tu faisais tout au même endroit. Maintenant, ça va permettre d'envoyer certaines opérations graphiques sur les cœurs d'entier 32 et d'en même temps faire des choses sur les floating point 32, tu vois. Tout ce qui devra être seulement des opérations qui requièrent seulement des nombres entiers pourront être envoyés sur les entiers, et tout ce qui a besoin d'une précision à virgule flottante pourrait être envoyé sur le FP32, FP64 ou FP16, qui sont les cœurs qui sont dédiés ici. Et également au niveau de la mémoire, ça a changé. Avant, tout était partagé du coup, tout, parce que tout était fait par les mêmes cœurs, donc il fallait un pool de mémoire partagé. Maintenant, ils ont divisé en deux. Ça c'est pour les entiers 32, ça c'est pour les FP32. Voilà. Puis il y a plein d'autres choses aussi qui ont changé, notamment au niveau du ray tracing, comment trouver les polygones, etc., parce que ça ajoute beaucoup d'opérations. Bref, tout ça pour dire que la façon dont l'architecture a été construite n'est plus du tout la même, ce qui fait qu'on est censé maintenant avoir une amélioration au niveau des performances par cœur du côté de chez Nvidia, notamment parce qu'on peut faire des opérations en parallèle qui avant n'était pas possible. C'est-à-dire qu'on peut séparer le pipeline et les différentes opérations qu'on fait sur notre carte graphique en disons 2 fils, alors qu'avant tout se faisait sur la même file. C'est-à-dire que là maintenant vous pouvez faire un entier 32 pendant que vous faites une opération en FP32 pendant que votre Tensor Core fait autre chose. Alors qu'avant il n'y a pas de Tensor Core et tout devait être fait par les culs d'accord qui étaient du FP32. Il n'y avait pas de cœur dédié pour les opérations sur les entiers. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on est censé avoir un boost au niveau des performances par cœur sur cette nouvelle architecture Turing. Ensuite, ils ont aussi introduit 2-3 autres technologies, notamment meilleure compression au niveau de la mémoire, ce qui permet d'améliorer la bande passante pour les GPU Turing, ce qui fait qu'il y a, je pense, c'est une amélioration de, c'est marqué ici, 50% au niveau de la bande passante de la mémoire qui a été améliorée par rapport au GPU Pascal, donc 50% de bande passante en plus au niveau de la mémoire sur Turing. Ça joue pas énormément sur les performances, mais ça joue un petit peu. Et ensuite il y a plusieurs trucs au niveau des shaders, notamment un taux variable au niveau des shaders qui permet aux développeurs de juste mettre des shaders et mettre plus de shaders ou contrôler un peu plus le rendu des shaders là où c'est important, ce qui fait que
il y a certaines zones de votre image qui auront certainement des graphiques un petit peu moins beaux parce que c'est pas des zones importantes. Le multipass stéréo, etc., d'autres choses, plein d'autres trucs, plein d'autres technologies. Le fait aussi que on passe directement sur du DisplayPort 1.4a et de l'HDMI 2. Je sais plus combien, et Nvidia abandonne les DVI. C'est-à-dire que sur les cartes Founders Edition, vous retrouvez 3 DisplayPort 1.4 et un HDMI, notamment pour permettre de faire de la 8K à 60 Hz et de la 4K à 144 Hz. Voilà, c'est les trucs comme ça. C'est genre Nvidia essaye de mettre les dernières normes sur leurs cartes, histoire que les gens puissent profiter du meilleur de la technologie. Parce qu'il y a les écrans 4K 144 Hz qui sont déjà en train d'arriver, donc ils mettent ça sur leur nouvelle carte. Également, il y a aussi des nouveaux encodages. Ça, c'est assez intéressant pour ceux qui font de la vidéo. Nouvel encodeur NV encodeur et nouveau décodeur également. Ça te permet d'encoder du H265 d'un point de vue du codec en 8K 30 fps et de décoder avec du HEV avec une profondeur au niveau des couleurs qui va de 10 ou 12 bits et avec l'HDR disponible. Puis également le H264 8K qui supporte aussi l'HDR. Bref, beaucoup de changements au niveau de cette architecture Turing. Vraiment, les changements sont majeurs. Il y avait quelques changements entre Maxwell et Pascal, mais essentiellement l'architecture, le fonctionnement de la carte restait le même. Il y avait surtout des nouvelles technologies d'un point de vue software qui permettaient d'augmenter les performances, puis d'avoir des meilleurs temps de rendu, des meilleurs taux de rendu, etc. Puis d'avoir un peu plus de performance en plus. Mais c'est surtout qu'ils augmentaient le nombre de cœurs aussi, etc. Là, il y a carrément un énorme changement sur toute l'architecture, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant. Le DLSS, vous en avez entendu parler. Certainement, une technologie poussée par Nvidia qui fait partie de leur package Ray Tracing, qui est censé être un anti-aliasing de très haute qualité. Voilà, avec des performances bien plus rapides, bien meilleures que l'anti-aliasing standard. Donc c'est censé être aussi bon, voire même meilleur que le temporal anti-aliasing, qui est le TAA, donc Temporal Anti-Aliasing. Donc meilleure perf et meilleure qualité que cette technologie-là, qui est une très bonne technologie pour l'anti-aliasing. Notamment parce que ça va utiliser les Tensor Core pour faire le DLSS. Voilà, c'est pour ça que c'est plus performant et que ça donne de meilleurs résultats. Ça fait que c'est quand même, voilà, c'est assez explicite. Tu as des Tensor Core qui peuvent faire du machine learning, tu les utilises pour faire de l'anti-aliasing. En fait, ce qui se passe, ce qu'ils ont fait essentiellement, de ce que je comprends, bougez pas que je regarde, tac. Afin d'entraîner le réseau de neurones pour arriver à la qualité du DLSS, etc., il faut utiliser une image de référence. Ils utilisaient des images de référence qui étaient ce qu'ils appellent la ground truth, qui est genre la vérité, pas absolue, mais ça tient de vérité absolue, qui sont du coup des images rendues en 64 fois la taille. Donc c'est-à-dire, t'imagines, ils prennent du 1080p et ils se disent, ok, on va faire un rendu de cette image dans une résolution 64 fois plus grande que du 1080p. C'est-à-dire qu'ils vont le rendre en 64K. Donc ça te fait une image qui est énorme. Et ensuite, ils vont juste la réduire pour que ça ait la taille du 1080p. Mais du coup, il y a beaucoup plus de pixels. C'est comme si tu avais une 64 fois plus de pixels que dans du 1080p. Donc, tu n'as quasiment aucun aliasing. Clairement, tu n'as aucun aliasing parce que tu as tellement de pixels que tu peux pas le voir. Donc, ce qu'ils font, c'est ça. C'est qu'ils génèrent des images. Ils génèrent des images qui vont être leur standard de qualité et de référence, qui sont des images super samplées 64 fois sur lesquelles il n'y a aucun anti-aliasing. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est que ils matchent, ils disent ok, ça c'était mon input en 1080p avec de l'aliasing, ça c'est mon image de référence à laquelle tu dois arriver sans aliasing, etc., qui est super samplé 64 fois. Et en gros, ils disent au réseau de neurones,
trouve un moyen d'arriver. Merci à Manuelo Musical qui balance 10 balles. Voilà. Et ils disent au réseau de neurones, trouve un moyen d'arriver à la qualité de cette image-là. À partir de ton image en 1080p qui est toute pleine d'aliasing, etc. Trouve un moyen, je m'en fous comment tu fais, mais trouve un moyen d'arriver à 98,9 ou 99% de qualité de cette image-là, qui est l'image super samplée sans aliasing. Ils entraînent le réseau comme un bâtard, c'est-à-dire qu'ils lui balancent plein d'images en 1080p qui ont des correspondances d'images en 64 fois super samplées. Le réseau essaye, dès qu'il échoue, ça compare l'image qui sort avec la super samplée, dès qu'il échoue, bam, il recommence, il corrige, hop, il sort une autre image, il regarde si elle est à 99% égale en termes de qualité à l'image super samplée, oui, non, si c'est non, bam, il lui renvoie, il se recorrige encore, et après des milliers et des milliers, voire même des millions d'essais, le réseau de neurones arrive à avoir la même qualité d'image que celle super samplée sur une image en 1080p, sans la super samplée ni rien, tu vois, grosso modo. Ou alors en la super samplant juste 2 fois. Justement, ils lui disent, t'as le droit de la super sampler 2 fois, mais pas plus. Et du coup, au bout de 20 000 passes, avec une image super samplée 2 fois, à partir du 1080p, ils arrivent à avoir la même qualité qu'une image qui a été super samplée 64 fois. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun anti-aliasing. Et c'est comme ça qu'ils ont construit le DLSS, d'où Deep Learning Super Sampling. C'est-à-dire qu'ils font un rendu qui est proche de la réalité d'une image, ils prennent une image aliasée et lui disent, bah tu dois atteindre ça c'est ta référence, faut que tu atteignes ça avec un super sampling de 2 fois maximum, tu te démerdes. Le réseau travaille comme un fou pendant des jours et des semaines pour arriver à un modèle qui fonctionne et qui marche, et après ils implémentent ça dans un jeu, enfin dans des drivers et dans tes jeux, ce qui fait que toi, tu peux profiter de cette technologie-là juste en activant une option qui est du coup le DLSS. T'actives le DLSS 2 fois, ça te prend quasiment pas de ressources parce que c'est rendu par les Tensor Core, et tu vas quasiment avoir aucun anti-aliasing sur tes images. Ça, c'est un truc qui est génial. C'est absolument génial. C'est un truc, c'est pas tout con comme technologie parce qu'il fallait y penser, mais c'est pas extrêmement dur pour eux de le mettre en place. Mais c'est absolument splendide. L'anti-aliasing, à mon avis, bientôt, ça va être un problème du futur. C'est-à-dire que toutes les prochaines cartes qui vont sortir dans les prochaines générations vont utiliser des technologies comme ça pour enlever l'aliasing. Ça veut dire que ton image sera très très lisse, tu auras quasiment une image très belle, sans aliasing, avec une carte standard. Ça va pas être réservé à Nvidia, à mon avis. Puis surtout, ça prendra beaucoup moins de ressources que maintenant de faire ça. Parce que maintenant, quand tu mets l'anti-aliasing pour avoir une image qui est vraiment nette, etc., bah, quand tu tapes dans du MSA 4 fois, du TA 4 fois, je peux te dire que tu divises ton nombre de FPS par 2. Donc ça fait quand même mal au cul, quoi. Alors que là, à mon avis, tu diviseras rien du tout parce que ça sera géré par des cœurs qui sont des Tensor Core, qui sont faits pour gérer les réseaux de neurones, et ça sera pas géré par les CUDA Core ou les cœurs qui sont censés gérer le rendu 3D. Voilà. Le DLSS est déjà officiel sur PUBG. Oui, sûrement, c'est officiel sur 25 jeux différents. Ça va arriver sur 25 jeux différents. Et à mon avis, si tu utilises l'anti-aliasing dans tes jeux, que tu le désactives et que tu mets le DLSS à la place, bah du coup tu auras un gain en performance parce que ça sera plus impacté par l'anti-aliasing, et tu auras aussi un gain en qualité visuelle parce que le DLSS est meilleur que l'anti-aliasing classique. Voilà. Bon, en attendant, un truc qui vous intéresse tous, c'est les performances, quoi, les benchmarks. Les benchmarks de ces nouvelles RTX 2080 et 2080 Ti. Les benchmarks, je le répète, c'est pas des benchmarks qui ont été faits par des testeurs et des reviewers indépendants, c'est les benchmarks qui viennent des présentations qui ont été faites par Nvidia à ceux qui vont tester les cartes et qui font partie du Reviewers Guide. C'est en gros, Nvidia donne ces benchmarks comme des références pour les testeurs avec les cartes. En gros, il y a un espèce de petit guide qui vient avec les cartes pour t'expliquer comment tout marche, etc. Ces benchmarks font partie du guide
pour dire voilà les performances à peu près que vous devriez avoir sur tel jeu avec tel settings. Donc il semblerait que les nouvelles RTX 2080 et 2080 Ti soient environ 45 à 50% plus performantes que la génération Pascal sans utiliser le DLSS. Donc sans utiliser la technologie de DLSS avec l'anti-aliasing, etc., en désactivant ça, eh bien les cartes seraient environ entre 40-45% plus performantes. Donc déjà par exemple sur des benchmarks synthétiques comme ici 3D Mark Time Spy, on a une 2080 qui est environ 20% plus performance qu'une 1080 Ti. On est à 4900 face à 4400, donc c'est environ 500 points en plus, ce qui est environ 15-20% de 4400. Mais par contre, par rapport à 3200, ben, c'est quand même pas mal de points en plus, ça fait quasiment genre 1800 points en plus par rapport à 3200, ce qui fait que c'est presque 45% plus performant, pas tout à fait mais 40% plus performant. Et la RTX 2080 Ti est à 6480 points, ce qui est aussi pareil 40% plus performant que la 1080 Ti. Ensuite ils ont fait les tests sur des jeux, à commencer par Shadow of the Tomb Raider. Tous les settings sont expliqués sur le site de Videocard, parce que Nvidia a également donné les settings graphiques dans lesquels ils avaient fait les tests, et oui, cette fois-ci ils l'ont fait. À chaque fois c'est les settings les plus élevés généralement, mais sans anti-aliasing, et c'est en 4K. Ils ont fait tous les tests en 4K, il n'y a pas de test en 1080p ou en 1440p. Tous les tests que vous voyez là et les benchmarks sont en 4K pour les jeux, et à chaque fois c'est dans la qualité graphique la plus haute, voilà, mais sans l'anti-aliasing je pense. Donc Shadow of the Tomb Raider en 4K, on est à 43 fps sur une 1080 Ti, 59 sur une 2080 Ti, donc quasiment 16-17 fps en plus, ce qui correspond aux 35-40% de performance en plus. Et pareil, la 2080 est à 47, alors que la 1080 est à 32. Battlefield 1, alors que la 1080 Ti arrive aux 60 fps, la 2080 Ti est clairement à 90 fps, quasiment 30 fps en plus, c'est quand même quasiment 50% de performance en plus entre la 1080 Ti et la 2080 Ti sur Battlefield 1. Il y a plusieurs courbes parce qu'il y a en 4K SDR, donc Standard Dynamic Range, en 4K avec de l'HDR RGB 444 et en HDR YUV 422 qui sont différentes normes de High Dynamic Range. Mais le Dynamic Range à chaque fois diminue d'environ 4-5 fps par rapport au standard range. Donc voilà, ensuite ça a été testé sur Wolfenstein 2, etc. Mais à chaque fois on retrouve grosso modo à peu près la même tendance, les 40% de performance en plus sur les nouvelles architectures Turing. Ce qui du coup présage du bon. J'ai vraiment très hâte de voir des tests indépendants pour voir si tous les testeurs qui vont essayer les cartes vont confirmer ces benchmarks là. J'adorerais ça parce que c'est quand même pas si dégueu d'avoir 40 à 45% de performance en plus. Voilà. Ensuite également pour le deep learning, ce qu'ils disent c'est que voilà, la RTX 2080 et 2080 Ti sont bien supérieures au niveau du deep learning, au niveau des performances en deep learning. Mais ça c'est pas nouveau parce qu'il y a des tensor core. Alors, c'est un bench interne Nvidia, attendons de vrais tests indépendants. C'est sûr, c'est un bench interne à Nvidia, mais bon, c'est quand même un peu, tu sais, ça serait con de leur part de dévoiler des faux chiffres ou des résultats falsifiés parce qu'ils savent que tout le monde va les voir, ces résultats notamment là, et que tous les testeurs vont voir si ça correspond à ce que eux trouvent. C'est pas non plus la folie. Alors, une 970 et une 1070, il n'y avait pas non plus 20 000 FPS de différence. Hein. Merci à Cédric Coneza qui me donne 3,49€ pour le pain de demain. Et effectivement, j'achèterai une grosse baguette demain du coup, hein, ou un bon petit pain, tu vois. Parfait. Merci à toi. La 1070 avait environ 30 à 35% de performance en plus par rapport à la 970. C'était peut-être 40%, c'est à peu près le même taux. C'était à peu près le même taux.
Là, il t'offre ça. Après, il t'offre aussi les technologies de ray tracing, le DLSS, etc., etc. Donc bon, c'est quand même pas négligeable. C'est quand même pas négligeable. Benchmark RTX. J'ai testé directement sur le site de Videocard. Alors. Tac tac. Les données ici, donc que je vous ai montré, viennent du Reviewer's Guide, donc du guide de test officiel. Et ces nombres sont dans le guide, servent seulement de référence pour les benchmarks futurs par les personnes indépendantes. Voilà. Notamment parce que tous les reviewers ont différentes façons de faire leurs tests, différentes méthodologies, etc., etc. Là, ça a été fait par Nvidia et c'est suivant les méthodologies d'Nvidia, les scénarios de benchmark d'Nvidia, etc. Donc c'est pour ça que c'est sûr, il faut attendre de voir ce que vont dire les reviewers externes et indépendants. Mais pour moi, ça donne déjà une bonne idée de ce qu'on peut attendre et du gain en performance. Mais il y a aussi 44% de prix en plus par rapport à une 970 1070. Oui, c'est sûr qu'il y avait un moins gros gap de prix entre la 1070 et la 970. C'est-à-dire que la 1070 elle était pas 200 balles plus cher que la 970, quoi. C'était au niveau du prix, c'était plus intéressant. Je pense que la série 1000, d'un point de vue performance prix par rapport à la série 9, était plus intéressante que la série Turing par rapport à la série 10. Mais c'est parce que Nvidia essayait pas d'introduire le ray tracing et le deep learning dans ses cartes. Ce qui fait que là, ils font pas seulement payer pour les performances en plus, ils font payer pour la technologie de ray tracing auquel tu auras accès et la technologie de deep learning auquel tu auras accès. Il y a aussi ça qui font payer. C'est pour ça que les cartes sont plus chères. Bref, le i9 et le i7 9700K et le i9 9900K qui ont été un petit peu benchmarkés, notamment sur Cinebench et sur d'autres aussi benchmarks assez standards. Et évidemment, comme on s'en doute, il est plus rapide que le i7 8700K, en même temps c'est le 9700K, même s'ils ont enlevé l'hyperthreading sur le 9700K, mais ils ont mis 2 cœurs en plus. Faut toujours savoir que les cœurs physiques c'est bien plus puissant que les cœurs logiques, donc forcément il est un petit peu plus rapide que le 8700K, et surtout il s'overclock assez facilement à 5 GHz puisqu'il monte déjà à 4.9. Donc comme vous pouvez le voir sur ce premier bench, un magnifique benchmark sur W Prime plutôt. Donc on est à quoi? Quasiment les mêmes performances sur ce benchmark ici. Sur ce benchmark, on a quasiment les mêmes perfs. Voilà. 8700K, 9700K. Sur celui-là, quasiment les mêmes perfs. Dès qu'on passe sur du Cinebench ou un petit peu d'autres benchmarks, vous voyez qu'on est légèrement supérieur. C'est presque rien, c'est très léger, mais c'est un tout petit peu plus puissant. Alors, heureusement, le prix reste à peu près le même pour le 8700K et le 9700K. Je pense qu'il y a 10 ou 20 euros de différence. Je pense que c'est 20 euros de différence. Et heureusement, parce qu'il n'est pas extrêmement plus puissant non plus. Il vient battre quand même le Ryzen 7 2700X en encodage. Voilà, juste pour vous dire. Et au niveau de la RAM, ouais, bon ça c'est du AIDA 64. On va regarder des benchmarks de jeu, ce qui est un petit peu plus intéressant pour nous. Il est à chaque fois au-dessus du Ryzen 7 2700X et des autres processeurs Intel. Évidemment, que ce soit le 8700K, le 6700, etc., etc. À chaque fois, on est un petit peu au-dessus, que ce soit 4-5 FPS de plus, mais voilà. Voilà. Resident Evil 7, c'est quasiment par contre toujours le même. 145, 145, 143, 142, 141. Waouh. Il y a également le 9900K qui a leaké sur Cinebench, notamment. Sur Cinebench, et lui par contre, il explose un petit peu tout pour l'instant, parce que 8 cœurs
avec l'hyperthreading ça fait 16 fils de calcul, avec un pros qui monte à 4.9 voire 5 GHz, bah ça donne des gros scores quoi. Ça donne des gros scores sur Cinebench et il a battu les 2000 points sur Cinebench. Voilà, sur une carte mère Z390 au passage. Alors je sais pas exactement combien il a fait, je pense que c'est là-dessus, mais j'aimerais bien avoir le détail du score. 2166 points sur Cinebench. Voilà. Si on reprend l'autre news, parce qu'on a aussi du Cinebench là-dessus, hein. Voilà, si on prend l'autre news, le 9700 est à 1400 points sur Cinebench, le 8700 est à 1400 aussi, le Ryzen 7 1700X 1500 et le Ryzen 7 2700X 1800, et là le 9900 est à 2166 points, donc ce qui est quand même pas mal plus puissant que tout ce qui se fait du côté de Ryzen en ce moment en processeur grand public, et bien plus puissant que même le i7 9700K. Donc là Intel tape plutôt pas mal fort avec le 9900. Ne vous inquiétez pas, AMD a toujours quelque chose sous le coude. On a tout d'abord le premier EPYC AMD gravé en 7 nanomètres, qui est un processeur pour serveur essentiellement, qui est un processeur avec 64 cœurs. Oui, 64 cœurs. Vous ne rêvez pas. 64 cœurs sur un processeur, tout à fait. Donc c'est l'un des premiers processeurs gravés en 7 nanomètres, codename ROM, de chez AMD, qui du coup lui affiche un score de 12 500 points sur Cinebench. Voilà. On est très loin des 2133 points du i9 9900K. Après, on est aussi très loin des 500 € du 9900K, puisque ce processeur-là, à mon avis, doit coûter dans les 4000-5000 €. Voilà, c'est pour avoir un petit ordre d'idée. Mais il est quand même à... Voilà, quand tu vois les autres pros à côté sur l'échelle de Cinebench, le mec est à 12 587 points. Tout va bien. Pour vous donner une petite idée, c'est ce qui est dit ici, le Threadripper, le processeur Threadripper de chez AMD 2990WX, qui est le plus puissant des processeurs Threadripper de génération 2 chez AMD, était à 5500 points, grosso modo. Avec le même benchmark, donc sur Cinebench, il est à 5500 points, alors que lui a 32 cœurs et 64 fils de calcul. Ce qui fait que là, on double le nombre de cœurs, bouf, on passe à 64, 128 fils de calcul, hein. On passe à plus du double d'un point de vue des performances, ce qui veut dire que je pense que le 7 nanomètres apporte aussi un petit quelque chose d'un point de vue des performances par cœur. Voilà. C'est assez impressionnant, et bah ça va se lancer en 2019. Voilà. Sampling en 2018, lancement en 2019 pour ce processeur EPYC. De toute façon, ce que fait toujours AMD, c'est qu'il lance d'abord les processeurs pour les serveurs et les professionnels, donc les gros processeurs, tout ce qui est EPYC, etc. Tout ce qui est pour data center, supercalculateur est toujours lancé avant, et après on a les processeurs grand public. Donc là il lance d'abord le 7 nanomètres pour les professionnels et les grosses entreprises, et ensuite nous ça va venir l'année prochaine également pour Ryzen génération 3, Zen 3, boum boum boum, ou Zen 2 plutôt, Zen 2, mais Ryzen 3, Zen architecture 2. En attendant, d'un bien plus proche de nous, AMD encore une fois, qui du coup veut essayer de contrer le nouveau i9 9900K avec un nouveau processeur qui est le R7 2800X. Voilà, il y avait le R7 1800X qui était sorti pour la première génération de Ryzen. On avait le 1700, 1700X, 1800 et 1800X, ils étaient tous sortis en même temps. Là, pour la deuxième génération, Ryzen s'arrêtait au 2700X. AMD n'avait dévoilé que jusqu'au 2700X, il n'y avait pas de modèle 2800. Et bien en fait, ils avaient ça sous le coude et attendaient que Intel réplique une première fois au processeur Ryzen de deuxième génération pour eux aussi enclencher et répliquer avec ce petit 2800X qui a été aperçu encore une fois sur Cinebench, et qui du coup, comme vous le voyez, a fait un score environ à entre 2112
et 2133. Il a fait plusieurs fois, le bench je pense a été runné plusieurs fois. Et il a fait à chaque fois un score entre 2112 et 2133, ce qui vient le placer, grosso modo, aux mêmes performances, sur Cinebench en tout cas, que le i9 9900K. Donc Intel va sortir son pros et AMD a déjà un truc de prévu pour, bam, contrer la nouvelle sortie d'Intel avec un pros qui va avoir les mêmes performances que le haut de gamme d'Intel. Voilà, qui est le 2800X. Et, chose intéressante, c'est que c'est pas un processeur 8 cœurs 16 fils de calcul. Comme vous pouvez le voir ici, le nouveau processeur de chez AMD va avoir 10 cœurs et 20 fils de calcul. Donc ils augmentent de 2 le nombre de cœurs par rapport au Ryzen 7 2700 et on passe sur un processeur qui a 10 cœurs. Alors, je sais pas exactement comment ça a été fait parce que normalement sur le Ryzen, je pense, c'est 2700 et 2700X, ils ont couplé 2 modules avec 4 cœurs chacun, ce qui fait qu'il y avait 8 cœurs, mais pour faire 10 cœurs, du coup, tu dois coupler 2 modules, plus un troisième que tu coupes à moitié, enfin c'est le bordel. Je sais pas exactement comment ils ont fait pour faire rentrer 10 cœurs dans leur pros, je sais pas s'ils ont changé l'architecture un petit peu, etc. Ou alors en utilisant des processeurs Threadripper, des modules et des chipsets Threadripper qu'ils ont un peu downgradé pour avoir 10 cœurs et pas 12, ou etc., etc. Mais bref, une réponse de la part d'AMD, c'est une très 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 bonne chose. Voilà. Dernière news, on va parler d'Apple. Apple et ses nouveaux iPhones. Voilà. Je pense que vous êtes au courant, même si vous n'avez pas regardé la conférence. Apple sort 3 nouveaux téléphones plus la smartwatch. Une nouvelle Apple Watch version 4. Pour moi, le truc le plus intéressant de la conférence, c'est l'Apple Watch. Notamment à cause de cette nouvelle fonctionnalité ou de ces nouvelles fonctionnalités pour les sportifs, pour les personnes âgées avec l'électrocardiogramme, etc., etc. Les trucs qui te permettent de passer un numéro de téléphone aux urgences si ça détecte une chute violente, etc. directement. Voilà. C'est le truc que je trouve un petit peu le plus novateur dans la conférence d'Apple. Le reste, pour moi, c'est du vu et du déjà vu d'un point de vue des iPhones. C'est-à-dire que l'iPhone XS et XS Max, pour moi, c'est juste l'iPhone 10 avec un plus gros pros. Et c'est essentiellement le seul truc qui change. C'est-à-dire que c'est le même téléphone que l'iPhone 10 pour moi, avec un plus gros pros et potentiellement un plus gros écran si vous prenez le XS Max. Voilà. Pour vous résumer un petit peu les différentes fonctionnalités, un autre truc qui change, c'est qu'ils sont passés en IP68. Waouh, c'est pas une révolution, les gars. Arrêtez. IP68, je veux dire, il serait un peu temps. Oui, c'est bien, vous avez l'IP68. L'IP67, c'est aussi pas mal. Hein, ça marche aussi très bien. Il y a plein d'autres gens qui font de l'IP68. C'est pas une révolution de passer sur du IP68. Je suis désolé, il y a rien. Ça va pas vous changer votre vie, quoi. L'écran OLED, très bien. Les écrans sont très bien. On a un écran de 5.8 sur le XS, 6.5 sur le XS Max. Apple est extrêmement bon d'un point de vue marketing. Alors là, c'est des dieux, notamment pour cette image. Cette image, c'est le meilleur coup de marketing du monde. Parce que là, tu te dis, oh, ils sortent un iPhone, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de notch, et qu'il n'y a pas d'encoche, et que l'écran fait tout le téléphone. Et en fait, non, il y a toujours l'encoche. Toujours la même encoche que sur l'iPhone 10. Ils ne l'ont pas changé, c'est toujours la même. Elle est toujours là. Sauf que c'est cette putain d'image de promotion et de marketing, eh bien t'as l'impression que l'encoche a disparu. Parce que l'image est extrêmement bien choisie, la position de la Terre est extrêmement bien choisie, et du coup tu te dis, waouh, le nouvel iPhone, il a un écran qui fait l'entièreté, il a un écran qui fait juste, qu'il n'y a pas d'encoche, et qui fait l'entièreté du téléphone, c'est génial. Alors qu'en fait pas du tout. Puis c'est également l'impression que t'as durant la présentation quand ils montrent des trucs comme ça. Là le notch, tu le vois pas. Alors ça c'est un coup de génie d'un point de vue du marketing. Jean-Louis au marketing et à la com, là je l'applaudis parce que clairement, moi j'ai cru au début, je me suis dit putain les cons, ils ont réussi à enlever l'encoche. Je sais pas comment ils ont fait mais ils ont réussi à enlever l'encoche. Oui c'est Mars ou Jupiter, j'en ai aucune idée, je m'en fous. Là n'est pas la question Julien, là n'est pas la question. Et donc, et en fait non, il y a toujours l'encoche. Un truc un peu intéressant, c'est la dalle qui rafraîchit maintenant en 120 Hz, ce qui fait que les animations vont être plus fluides et les différentes applications vont paraître plus fluides. 3D Touch, ça change rien.
L'autonomie, à mon avis c'est toujours pareil, ça dure la journée, point. L'intégration de la double SIM. Alors, ça, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont limité le dual SIM standard à la Chine. Je trouve qu'ils auraient juste dû l'autoriser et le vendre sur le marché mondial et international, que ce soit nord-américain, Europe. Je vois pas pourquoi la dual SIM standard est limitée au marché chinois, c'est un truc que je comprends pas. Et pourquoi les autres du coup sont en eSIM. Alors l'eSIM c'est bien, mais super quoi, moi ça m'intéresse pas vraiment, enfin bref, pourquoi pas. Il passe en son stéréo, j'ai envie de dire il serait peut-être temps, voilà. C'est cool aussi, mais c'est pas non plus révolutionnaire. La recharge sans fil, enfin, sur un téléphone à 1200 balles, j'espère qu'il y a de la recharge sans fil, bordel de merde. Face ID, c'est toujours le même, ça change pas. Seul truc qui change pour moi, c'est du coup le nouveau Pros A12, avec un peu plus de puissance au niveau du CPU, du GPU, et un processeur pour l'intelligence artificielle dédié qui a été un petit peu amélioré. Voilà, le Neural Engine, qui a été, je pense, qui était déjà présent avant, mais qui maintenant a été amélioré, qui est plus économe, etc. La recharge sans fil qui est l'ajout, et à part ça, voilà, l'appareil photo a un petit peu été amélioré, mais voilà, c'est toujours un très bon appareil photo, toujours une très bonne caméra frontale, etc., etc. Pour moi, c'est un iPhone 10, un petit peu refait, mais sans grand changement. Après, ils se sont dit, on va sortir un nouvel iPhone, un peu cheap, qui va s'appeler le iPhone XR. Alors déjà, 750 €, on n'a pas la même notion du cheap. 750 €, qu'on se le dise, il y a 4 ans ou 3 ans, il y a 3 ans, c'était le téléphone le plus cher. C'était l'iPhone le plus cher à 750 €. Maintenant, apparemment, c'est l'iPhone le moins cher à 750 €. Parce que le XS commence à 1000 balles, et le XS Max commence à 1100 balles. Sachant que tu peux monter jusqu'à 1600 si tu prends 512 Go de stockage. Et que, en plus, à 1000 balles sur le XS, t'as que 64 Go de stockage, bordel de merde. Un téléphone à 1000 balles, t'as que 64 Go de stockage, sans possibilité de mettre une carte SD. Ça, c'est un truc, mais c'est genre, les gars, faites quelque chose, quoi. Ça vous coûte rien de mettre 128 Go. Genre, les gens étaient en mode, genre, le Galaxy Note 9 est sorti, il y avait 128 ou 256 Go de stockage sur le modèle de base, et tu peux mettre une carte micro SD à 1000 €. Les gens étaient genre, oh c'est cher, il n'y a pas beaucoup de stockage, etc. Alors que c'est un téléphone qui a un écran qui est plus grand que le XS, qui a des fonctionnalités qui sont aussi bien que le XS, qui tient qui a une batterie certainement un peu plus longue, qui va tenir plus longtemps, etc. Qui a un appareil photo qui est tout aussi bien, voire qui est tout aussi bien que celui de l'iPhone. Et les gens étaient genre, ouais c'est cher, etc., etc., etc. Bref, bon, je comprends pas les gens, mais bref. L'iPhone XR, 750 €, t'as un téléphone avec un écran LCD, alors là je suis genre, what the fuck. Un écran LCD sur un téléphone à 750 €, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, mais pour que ça passe mieux, on va l'appeler, on va dire que c'est un écran Liquid Retina. Ouais, voilà, Jean-Michel du marketing, il a gagné, hein. Jacqueline qui va aller vouloir s'acheter un nouveau téléphone, qui va aller à l'App Store, le mec va lui dire hey, on a l'iPhone XR avec un écran Liquid Retina, avec une super résolution, avec des super couleurs. Elle va être oh ouais génial, oh, ça sonne trop bien Liquid Retina, oh mon dieu ça a l'air ouf. Non, c'est de la merde. Enfin c'est pas de la merde, mais genre c'est un bel écran, mais genre c'est un écran LCD quoi. Dis-le, assume que c'est un écran LCD avec une résolution qui est même pas tout à fait du Full HD quoi. T'es plus proche du 720p que du Full HD sur un téléphone avec un écran de 6.1 pouces LCD. Assume un moment. Voilà. Le seul truc qui est bien sur cet écran, c'est que les couleurs sont excellentes. C'est le seul truc bien sur cet écran, c'est que les couleurs sont bien. La définition, je sais pas ce qu'ils ont foutu au départ d'ingénierie, mais une définition comme ça, mon dieu, tu trouves des définitions bien mieux sur des téléphones qui valent 3 fois moins cher. C'est pas compliqué de mettre du 1080p, bordel de merde. T'as même pas la densité de pixels par pouce du 1080p. SVP quoi. Bref. Par contre, ça a toujours la recharge sans fil, Face ID, etc., etc. Et seulement un appareil photo à l'arrière au lieu de 2, toujours la caméra frontale. Et le même processeur A12, donc la même puce
que le XS et que le XS Max. Voilà. Mais pour moi, tu vois, le XR, j'arrive pas parce qu'il est intéressant parce qu'il est beaucoup moins cher que les autres. Mais bordel, pour un écran LCD, quoi, ça fait mal au cul. C'est ça. Mais pour moi, ces iPhones, pour tous ceux qui ont des iPhone 10, ça sert à rien de changer, quoi. Alors là, ils servent à rien, ces iPhones. Par rapport à un iPhone 10, ça ne changera strictement rien à ton expérience utilisateur, à mon avis. À part la recharge sans fil. Mais à mon avis, tu peux très bien attendre un an de plus pour acheter un téléphone qui a la recharge sans fil, tu vois. Parce que changer de téléphone tous les ans, bon, c'est clairement une aberration. Je le dis, hein, c'est clairement une aberration. Et les gens, ils sont genre, oui, je suis écolo, blablabla. La meuf, elle a un iPhone 10, elle change de téléphone tous les ans. Ouais, t'es écolo, ouais, mon cul, ouais. Mon cul. Tu sais combien ça coûte de faire un iPhone, bordel? Bon. Voilà, ça, c'était la conférence Apple. Ça, c'était la conférence Apple. En dernier, on va parler de ça. Ça. Comment faire un PC custom à 2000 balles? Est-ce que j'ai pas un truc un petit peu mieux? Non, j'ai pas de truc un petit peu mieux. Tac, non. Non, bon, je vais laisser comme ça. Comment faire un PC custom à 2000 balles? Une vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube de The Verge, qui a 2,1 millions d'abonnés. Les commentaires ont été désactivés. La barre des likes et des dislikes ont été désactivée. Vous avez vu que j'ai dislike la vidéo, bien évidemment. Alors, vous pourrez regarder cette vidéo chez vous. Mais grosso modo, le mec raconte de la merde. Il raconte de la merde. Voilà, ça, pour lui, c'est ce dont tu as besoin pour faire un PC. Alors, un truc pour appliquer la pâte thermique. Soit, si tu veux appliquer ta pâte thermique avec un petit truc, tu peux. Mais généralement, tu mets une boule, ça suffit. D'où tu as besoin de ça. Une clé Allen. Vraiment? T'as besoin d'une clé Allen? Non, t'as pas besoin d'une clé Allen pour construire un PC. Ensuite, il a deux petits zip ties qu'il appelle pas vraiment des zip ties ou des circlips. Il trouve un autre nom en anglais qui apparemment n'est pas le bon nom. Et ensuite, un couteau suisse qui a peut-être un tournevis. C'est exactement ce qu'il dit dans la vidéo. Il dit un tournevis qui a peut-être un couteau suisse. Alors t'enlèves tout ça, tu vires tout ça, tu gardes tes deux petits circlips là, et tu prends juste un tournevis. Point. C'est quasiment tout ce dont tu as besoin pour monter un PC. Voilà. Ensuite, il parle que voilà, là il a besoin d'un bracelet anti-électricité statique. Un bracelet anti-électricité statique, c'est un truc que tu peux mettre au poignet ou à la cheville, qui est généralement un petit fil qui part en caoutchouc avec évidemment du métal à l'intérieur de ce fil là, que tu vas connecter à un truc en métal pour te connecter à la terre. Comme ça, toute l'électricité statique que tu aurais en toi passe dans ce bracelet là et va directement dans la terre. Comme ça, tu ne risques pas d'endommager tes composants. C'est un truc que tu retrouves généralement, ceux qui passent leur journée à construire des PC ont ce genre d'accessoires, mais c'est pas un truc dont tu as besoin généralement. Et là, c'est un espèce de petit bracelet. Il l'a juste mis autour de lui. Le bracelet est connecté à rien du tout. C'est de la bullshit over 9000. Le bracelet, c'est genre un bracelet en plastique qu'il a mis. Et il dit voilà, ça c'est pour l'électricité statique. Génial. Génial. Vraiment génial. Ensuite, il parle de la répartition, blabla, blabla, et des trucs et tout, des beaux graphiques et tout, de combien tu dois dépenser suivant ce que tu veux faire, etc., etc. Ça aussi, il y a 2-3 parties qui sont un peu fausses, pas très exactes. Alors, là, on arrive sur un truc extrêmement drôle. Au niveau du placement de l'alimentation, je peux vous dire que ça, c'était très très drôle. Je pense qu'il le refait après, mais ça, c'était très très drôle. Il place son IO Shield, il place sa carte mère, il visse la carte mère, il place sa RAM. Regardez-moi comment il va placer sa RAM. Il dit que c'est de la RAM très rapide à 2666 MHz. RAM très rapide, hein, 2667 MHz, c'est très rapide, hein, effectivement. C'est une RAM standard. Vous allez voir. Vous allez voir la RAM, où est-ce qu'il va la placer. Regardez-moi ça. Là, vous le voyez peut-être pas, mais la RAM, les RAM sont côte à côte. Putain de bordel de merde. Il a mis ses RAM côte à côte. Je vais voir s'il n'y a pas un autre plan. La RAM est côte à côte. Les deux barrettes de RAM sont collées, ce qui veut dire que il profite pas du tout du dual channel. Genre le dual channel, fuck you. Je mets ma RAM côte à côte, comme ça je profite pas du tout du dual channel. Donc là, deuxième grosse erreur. Ensuite, il met SSD en M.2, ok, jusque là ça va.
il met la carte graphique, blablabla. Vous avez remarqué qu'il a toujours pas mis le pros, hein. Généralement c'est le premier truc que tu fais, même avant de mettre la carte mère dans le boîtier. Tu mets le pros, parce que sinon après c'est chiant, hein. TMTC, voilà. Alors là il va mettre l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est une énorme blague. En gros, à un moment il dit, il y a des espèces de petits pieds en caoutchouc dans le boîtier pour mettre l'alimentation et poser l'alimentation dessus. Et en gros il dit, ouais là il faut faire gaffe, il faut bien mettre l'alimentation sur ces petits pieds en caoutchouc là, parce que sinon, ben l'alimentation, le tour de l'alimentation va toucher le métal du boîtier et ça va faire des courts-circuits dans votre PC, ça va pas être bon du tout. Oui, exact, et oui il dit vraiment ça. Alors qu'en gros, ces petits pieds en caoutchouc là, ils servent juste pour éviter que ton alimentation se déplace et qu'elle soit posée et calée dans ton boîtier, et aussi pour pas que ça, notamment, ils mettent du caoutchouc parce que ça absorbe un peu les vibrations et le son. Ce qui veut dire que comme ça, vu qu'il y a un ventilo qui va tourner à l'intérieur, ça fera peut-être un petit peu moins de bruit. Mais je peux vous dire que ça là, ça m'a fait sauter au plafond quand je l'ai vu. Hein. Ça m'a fait sauter au plafond. J'étais genre, c'est à ce moment-là qu'il le dit. À ce moment-là. Alors attendez, alors je vais vous mettre le son parce que là c'est... Ah c'est la foire à la saucisse, hein. C'est la foire à la saucisse. So all you have to do is take the brick and make sure that you align it with these little insulating pads so that the power supply doesn't short circuit and come into contact with the rest of the system. Oui. Les mettre bien sur ces petits pads comme ça, l'alimentation ne va pas être en contact avec le boîtier et créer des courts-circuits avec celui-ci. On donne un Oscar à cet homme. Vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bref, voilà, il met son truc. Là, il met son AIO. Alors, il met son radiateur. Très très simple. Vous voyez ici. Ça se voit, c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas de ventilo sous son AIO. C'est-à-dire que normalement, ce que tu fais, c'est que tu mets ton ventilo, tu mets ton AIO, tu mets ton radiateur, tu mets ton ventilo en dessous. Puis là, tu viens visser par en dessous. Tu viens visser ton ventilo sur l'AIO par en dessous. Et après, par-dessus le case, tu viens mettre des petites vis pour fixer les radiateurs sur le case. Voilà. Ou alors, l'autre technique, c'est tu mets ton radiateur, tu mets tes ventilos au-dessus, tu passes tout ça sous ton case et tu mets les grandes vis qui vont tenir le boîtier, passer à travers le ventilo et aller dans le radiateur. Comme ça, le ventilo est fixé au châssis et après la vis va dans le radiateur. Du coup, le radiateur est aussi fixé au ventilo par la même vis. Bref, là, il n'a pas mis ses ventilos en dessous ni au-dessus. Il va juste mettre le radiateur. Il met le radiateur et il utilise les vis hyper grandes qui sont censées être utilisées pour fixer les ventilateurs. Il utilise ces vis-là pour fixer le radiateur au châssis. Ce qui veut dire qu'il va visser toute la vis à travers tout le radiateur. Non, ça marche pas. Non. Regardez la longueur de cette vis là. Normalement c'est la vis que tu mets quand t'as le ventilateur. C'est à dire que tu mets ton radiateur, tu mets ton ventilateur, tu fais passer ta vis à travers ton ventilateur vu qu'elle est grande et tu la visses dans le radiateur. Et ce qui fait qu'après ton ventilateur est pris en sandwich. Voilà, il est vissé, hop, la vis passe à travers et c'est bon. Là non, il l'utilise pour visser l'intégralité de son putain de radiateur. C'est de la grosse merde. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ensuite, pour le processeur, alors attention, il va utiliser un espèce d'applicateur à processeur. Il va mettre sa pâte thermique de manière totalement dégueulasse. Il met son processeur dans une espèce de petit truc là, comme vous le voyez. Et après, t'as juste à le poser sur... Bref, c'est bullshit, tu peux juste poser ton processeur sur le putain de socket. Voilà. Et après, alors là, attention, hein. Attention pour la pâte thermique. Vous voyez qu'il y a de la pâte thermique déjà préappliquée sur la pompe. Ce qui est souvent le cas sur les AIO, vous avez de la pâte thermique qui est préappliquée. Alors ce qu'il va faire, je vous l'explique. Il dit, généralement, c'est pas assez la quantité de pâte thermique qu'il y a sur les AIO. Alors que généralement, il y en a quand même beaucoup. Hein. Généralement, c'est largement suffisant. Il dit non, c'est pas assez, et c'est toujours bien, et c'est toujours une bonne pratique d'en rajouter un peu. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'en plus de la pâte thermique qu'il y a sur son putain d'AIO là, il va rajouter de la pâte thermique sur son pros, et de manière dégueulasse. Ce qui fait qu'il va... En gros, il aura 2 fois trop de pâte thermique, ça va être ignoble. Ignoble. Voilà.
voyez, là, il la rajoute. Là, il fait... Là... Regardez ça. Vous avez vu ça? Vous avez vu comment... Regarde, il fait des points. Il fait un cercle avec des points. Mais mon Dieu! Fais juste une croix! Bordel de merde! Et vous allez voir qu'après, il a essayé de l'appliquer avec sa petite spatule, là. C'est dégueulasse. Avouez, c'est dégueulasse. Mais non, tu fais pas ça, quoi. Genre, le mec... Non. 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 Puis voilà, après, il cale son truc, blabla. Voilà, il installe Windows, il est content. Blabla, il dit qu'il joue, hop. Il va tester sur League of Legends. Il teste une config, je pense qu'il y a une 1080 à l'intérieur, il y a un i7. Il teste League of Legends pour mesurer les performances, qui est un jeu qui demande quasiment aucune perf. C'est débile. C'est débile. Et attendez, moi je veux voir l'intérieur du PC. Je sais pas à quel moment on peut le voir. Bougez pas. Mais il y a un moment où on monte l'intérieur du PC et je veux absolument vous montrer ça parce que c'est ignoble du cul. Je vais chercher où c'est. Tac, 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 tac. C'est pas là. Hop, 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 hop. Je vais le lire d'ici, puis on va voir. On va voir si à un moment il monte l'intérieur du PC. Mais le câble management qu'il fait, c'est pas... Tous les câbles passent devant la carte mère, c'est dégueulasse. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait. C'est genre... Non. C'est pas comme ça qu'on monte un PC. C'est pas du tout comme ça. Je sais pas si on va le voir à un moment. Regardez ça. Regardez. Mais lol. Mais lol. Regardez le câble. Un câble d'alimentation ici. Les câbles d'alimentation là. Oh mais mon... Pourtant, ce boîtier là, il y a vraiment moyen de faire du câble management qui soit super propre. Et non. Non, le mec, c'est des spaghettis qu'il a fait. C'est un bouli-boulga de spaghettis et ça ne ressemble absolument à rien. Voilà. Voilà, c'était juste, fallait que je vous montre ça. C'est tout. Bon. C'est la fin de ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.